Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radar, le podcast qui vous emmène dans l'univers de Safran et qui se penche sur tous les sujets qui font le groupe au quotidien. Et pour ce nouveau numéro, nous allons vous raconter une histoire captivante et rare, celle de Pierre Clary, pilote de la marine qui a été touché en 1994 en Bosnie. Être pilote militaire n'est pas de tout repos, vous le savez, nous le savons. Mais lorsque l'on est touché, comment réagir alors que les secondes deviennent des heures ? Nous allons découvrir cette histoire avec Pierre Clary. Il est ancien pilote de chasse dans la Marine nationale et aujourd'hui instructeur à l'aéroclub de Meximieux-Pérouges. C'est près de Lyon. Prêt ? Attachez bien vos ceintures, vérifiez vos compteurs. Décollage immédiat pour la Bosnie des années 90. Bonjour Pierre Clary. Bonjour Johanna. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode de Radar. Nous allons rapidement vous présenter à nos auditeurs avant de revenir sur votre histoire incroyable. Vous êtes né en 1955 et en octobre 1976, vous entrez dans l'aéronavale, la force aérienne de la Marine nationale. 4 ans plus tard, en 1980, vous êtes macaroné, vous devenez donc pilote sur T-33, c'est un avion de chasse d'entraînement. Vous êtes en quelque sorte un marin aviateur, si on peut le dire, affecté sur la base aéronautique navale de Landivisiau, à la flottille 11F, puis à la 16F. Vous gravissez les échelons, enchaînez les formations. Vous avez notamment été apponteur de nuit, on appelle ça joliment un hibou. Vous avez donc effectué des missions de reconnaissance. Bref, vous êtes un pilote absolument chevronné. Et dans vos états de service, il y a une journée que vous n'êtes pas prêt d'oublier. C'est celle du 15 avril 1994. Vous êtes alors en Bosnie-Herzégovine, qui est en pleine guerre après l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. Un conflit qui ne concerne pas directement la France. Pourtant, vous êtes sur place. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer quelles étaient vos missions là-bas ? Effectivement, fin janvier, face à la détérioration de la situation sur le territoire de la Bosnie, la France prend la décision d'envoyer le groupe aéronaval en Adriatique. Donc, un groupe aéronaval, c'est constitué de divers bâtiments autour du porte-avions, des frégates lance-missiles, des frégates anti-aériennes, un sous-marin nucléaire d'attaque et bien sûr le bâtiment ravitailleur. Le porte-avions embarque différentes flottilles. Donc, les missions du groupe aérien embarqué, principalement, assurer les éléments de la force de protection des Nations Unies qui ont été envoyés pour essayer de maintenir l'ordre, faciliter l'éventuel désengagement des forces à terre, être en mesure d'exécuter des frappes aériennes en cas de nécessité, ordonnées par l'ONU. Et enfin, la dernière mission, dont on a assez peu parlé dans la presse, c'était d'aider à libérer les otages retenus dans la périphérie de Sarajevo. Et donc, le groupe aérien est parti début janvier 93 pour de nombreuses missions en Adriatique. On précise, détail qui a son importance, c'est que vous n'êtes pas armé. Quand vous êtes dans les avions, c'est vraiment de la reconnaissance. Alors effectivement, nous ne sommes pas armés. Nous disposons à bord de systèmes de leurrage contre les conduites de tir au sol, ainsi que contre les missiles éventuels. Et alors justement, on va revenir donc sur ce 15 avril 1994. Nous sommes dans l'après-midi, vous partez sur une de ces missions de reconnaissance. Vous devez donc y faire de la surveillance. Tout se passe le plus normalement du monde. Vous êtes briefé comme d'habitude. Vous montez dans votre avion. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur ce début de mission ? Bien sûr, c'était en ce qui me concerne la 55e mission au-dessus du territoire. Principalement, ça consistait à positionner les 2 étendards pour optimiser les prises de vue des objectifs afin de pouvoir doubler les prises de vue pour être certain de ramener du renseignement. La mission comportait 3 objectifs. Un, dans les alentours de Sarajevo. Le deuxième, plus à l'est, autour d'un petit village, Rogatica. Et le dernier, le troisième, Gorazde, où la situation était de plus en plus tendue au sol. Et ça nécessitait de réactualiser le nombre de personnes, les troupes au sol, l'artillerie éventuelle. Donc, c'était quasiment l'objectif prioritaire de la mission. Et donc, nous partions systématiquement à 3 avions, un super étendard qui devait nous ravitailler en vol après le catapultage, de manière à partir plein complet au-dessus du territoire. Alors, pourquoi ?
tout simplement parce que nous étions rapides. Et quand on est rapide, on consomme beaucoup. Et pour cela, il nous fallait du carburant. Donc, catapultage des 3 aéronefs. Ensuite, montée à 20 000 pieds. Donc, en gros, 6 000 mètres pour le ravitaillement. Bien sûr, tout ceci est contrôlé au départ par le porte-avions. Lorsque nous arrivons sur le territoire, alors, je le précise, tous ces vols se font, mis à part les contacts avec les organismes, en silence radio complet. Il n'y a pas d'échange entre l'équipier et le leader. Tout a été briefé avant, tout se fait par mouvement d'avion. Vous savez quoi faire, vous savez exactement. Où vous allez. Et l'intérêt, c'est de pouvoir se mettre en formation pour traiter les objectifs sans aucune indication particulière, si ce n'est le briefing qui a permis de connaître la position réciproque des 2 avions. Vous êtes donc en vol avec votre coéquipier sur cette mission de reconnaissance. Et assez rapidement, vous êtes touché. Par quoi? Par qui? Vous allez nous le dire. Vous vous en rendez compte pas tout à fait immédiatement. En revanche, votre coéquipier, lui, sait qu'il se passe quelque chose. Il vous l'explique. Vous pouvez revenir sur ce moment précis? Bien sûr. Donc, sur Gorazde, le dernier objectif prévu. Donc, nous étions dans une formation de surveillance réciproque, donc une formation de front. Les avions sont parallèles l'un et l'autre, à 1,5 km de distance environ. Et chacun surveille l'autre. Et là, effectivement, c'est l'équipier, donc Jim, son nom de guerre, Jim, m'annonce un départ missile qui se concrétise par un panache de fumée au sol. Donc, c'est lui qui, grâce à sa surveillance, a détecté le départ du missile. Sachant que quasiment instantanément, je ressens un choc dans l'avion, un choc modérément violent, et je percute assez rapidement que je suis touché. Donc, la première réaction dans ces cas-là, c'est de prendre de l'altitude et s'éloigner de la zone chaude, bien sûr, en prenant le cap vers un corridor. Alors, les quelques secondes là qui suivent interrogent beaucoup parce qu'on n'a pas idée de l'état de l'avion, mais l'inspection des paramètres montre que au tableau de panne, aucun voyant n'est allumé. La pression hydraulique, c'est quand même important dans un avion, la pression hydraulique est bonne. Le réacteur tourne rond. Merci les concepteurs de la TAR 8C. Petit clin d'œil en passant. Donc, très rapidement, je décide de ne pas provoquer une éjection puisque le besoin ne se fait pas sentir. Parce que tout ça signifie que théoriquement, vous pouvez continuer à voler sans risque. Exactement. Toutes les indications au tableau de bord me permettaient de prendre la décision de poursuivre. Alors, le seule petite différence, c'est, et j'ai compris par la suite, c'est une petite mollesse à la commande de profondeur. Donc, dans les actions du manche à piquer ou à cabrer, ça ne réagissait pas tout à fait de la même façon. Donc, je sentais qu'il s'était quand même bien passé quelque chose à l'arrière. Donc, remontée en altitude, 13 000 pieds environ, 7 000 mètres, et retour par un corridor. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ma radio a été endommagée. Nous avions 2 radios à bord. Une des 2 radios était endommagée et c'est celle qui me permettait de communiquer avec les avions. Donc, c'est mon équipier. Alors, un coup de chapeau à l'équipier, dont on parle assez peu, malheureusement, parce que c'est moi qui ai fait un peu la vedette, mais l'équipier a énormément travaillé au cours de ce vol. C'est lui qui a fait tous les contacts radio avec l'AWACS pour négocier un special corridor pour gagner du temps vers le porte-avions. C'est lui, pendant la phase retour, qui a contacté la patrouille de super-étendards, les Kimono 55, pour prévenir le plus rapidement possible l'état-major du porte-avions. Et c'est lui qui est venu, bien sûr, m'indiquer sur l'autre fréquence, la fréquence privée, l'état de mon avion. Qu'on comprenne bien, vous ne pouvez pas communiquer avec l'extérieur, en revanche, vous pouvez communiquer avec lui. Exactement. Le poste qui me restait disponible me permettait d'échanger avec lui et ultérieurement avec le directeur des vols du porte-avions. Donc, il m'a donné quelques indications de l'état de mon avion, mais sans trop m'inquiéter, quoi. Le transit, il s'est fait à 300 nœuds, donc une vitesse relativement lente, et ça m'a paru assez long, puisque je subissais en fait le retour, puisque je n'échangeais pas. La consigne, c'est on ne touche plus au régime pour maintenir le moteur en vie le plus longtemps possible. Donc voilà, le retour vers le porte-avions. Vous continuez, c'est ce que j'allais dire. Dans ce corridor qui vous a été ouvert pour que vous puissiez rentrer au porte-avions, vous arrivez au porte-avions et qu'est-ce qui se passe? Vous demandez l'autorisation d'y atterrir? Alors là, il y a plusieurs séquences qui se succèdent. Le porte-avions avait une nécessité de connaître mieux l'état de mon avion pour l'appontage. Maintenant, au-dessus de l'eau, c'était déjà plus serein. Les bâtiments de la force s'étaient rapprochés vers nous, vers la patrouille, à notre rencontre. Donc, on se sentait moins seul.
Il y a eu une succession de manœuvres qui ont permis au porte-avions de savoir dans quel état l'avion était vraiment pour anticiper sur l'appontage. Donc, il y a eu un certain nombre de manœuvres d'effectuer. La sortie du train, bien sûr. Pas d'anomalie particulière aux commandes. Ensuite, la sortie de la crosse, sans souci. Et après, donc, la mise en configuration à l'appontage. Donc, c'était la sortie des volets. Et c'est là que ça s'est vraiment compliqué, parce qu'à la sortie des volets, compte tenu de l'endommagement de la profondeur et des compensateurs à l'arrière de l'empennage, les compensateurs inexistants ne faisaient plus leur travail et l'avion est parti dans un couple à piqué, franc et massif, qui m'a fait perdre beaucoup d'altitude, 1000 mètres environ. Et donc, en rentrant les volets, j'ai récupéré un vol stable, mais le porte-avions a eu connaissance du fait que ça sera un appontage sans volet. Alors, qui dit appontage sans volet, ça implique bien sûr un certain nombre de contraintes, c'est-à-dire une vitesse plus rapide à l'appontage, une masse plus faible, parce qu'il fallait protéger absolument les freins hydrauliques du porte-avions, qui sont limités à une certaine masse à l'appontage et une certaine vitesse. Donc ça a pris du temps. C'est pour ça que quand on regarde la chronologie, le timing, touché à 15h30 environ, apponté à 16h30, alors qu'on était à quelques nautiques de Gorage D, ça explique ce temps assez long entre les deux actions. Après réflexion, le pacha, donc le commandant du bateau, prend la décision de me ramasser. C'est l'expression consacrée pour autoriser l'appontage. Donc il donne son feu vert à l'appontage pour effectuer donc la procédure. Cet appontage, tout le monde s'accorde à dire qu'il est compliqué, qu'il est délicat, qu'il est technique. Comment est-ce que vous vous sentez au moment de l'aborder ? Est-ce que l'expérience et les entraînements prennent le dessus et vous vous dites « ça va aller » ou est-ce qu'il y a quand même un petit peu d'inquiétude ? Effectivement, il y a un peu d'inquiétude. Tout simplement parce que la situation est la suivante. L'avion n'a pas de volet, donc vitesse élevée. Je n'ai plus d'indicateur de vitesse. Il avait été arraché lors de l'impact. Donc, c'est l'équipier qui me donnait les informations de vitesse. C'est une vitesse d'appontage que nous n'avions jamais pratiquée auparavant. Donc, voilà, la situation était quand même assez compliquée au départ. Ça, c'est le volet un peu négatif. Le volet positif, qui a amené le commandant à accepter mon retour à bord. D'abord, je connaissais le commandant depuis de très nombreuses années. Et donc, je dois dire qu'il me faisait confiance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en tant que seconde flottille, c'est lui qui pratique tous les vols techniques de l'avion. Donc, ça voulait dire que j'étais bien dans mon avion, que je le sentais bien. Et enfin, dernier point qu'il faut surtout pas oublier ni occulter, c'est la présence des officiers d'appontage qui, eux, m'aideront jusqu'au bout pour que l'appontage se passe au mieux. Donc, une fois tous les indicateurs dont je viens vous parler étant au vert, après, on ne se pose plus de questions, quoi. On applique, et comme vous parliez de l'entraînement est bien sûr primordial dans ces situations. Finalement, et avec le recul, quel a été le moment le plus inquiétant ou le plus stressant dans tout ça ? Est-ce que c'est le moment où vous avez été touché ? Est-ce que c'est le moment où vous êtes retourné vers le porte-avions et où peut-être vous vous êtes imaginé tous les scénarios ? Ou est-ce que c'est cet appontage délicat ? Il y a plusieurs phases au cours de ce retour. À partir du shoot, là, il y a eu une grosse angoisse. Ça, je dois le dire. Une grosse angoisse, c'est de devoir m'éjecter. Non pas à cause de l'éjection, que j'avais pratiqué 4 ans plus tôt, mais tout simplement en raison du comité d'accueil qui m'attendait en bas. Ça, c'est une inconnue que je ne souhaiterais jamais rencontrer. Donc, j'ai eu la chance de ne pas la rencontrer. Et comme j'ai pu en parler, ces quelques secondes après le shoot, elles m'ont paru éternelles dans la mesure où je n'étais pas sûr, jusqu'à un certain point, de devoir ou non m'éjecter. Après, la phase de retour dans le corridor, ça a été long. Là, j'étais complètement impuissant. C'est l'équipier qui travaillait, qui bossait, qui parlait. Moi, je ne faisais que piloter et observer. Alors, on ne l'a pas précisé, ça semble logique, on va quand même le dire. Vous avez réussi votre manœuvre, votre appontage, tout s'est très bien passé. Et tout s'est tellement bien passé que vous êtes reparti en mission dès le lendemain, sans attendre. Est-ce que ça a été dur de repartir ou est-ce que, comme on dit qu'il est nécessaire de remonter à cheval dès qu'on est tombé, il était pour vous nécessaire de repartir en mission dès le lendemain ?
petite anecdote répondant à votre question. Donc, la mission suivante du lendemain est tombée. Et donc, avec le directeur des vols, Luc, un pilote de la flottille, nous étions en train de travailler sur la mission. Les pilotes n'étaient pas encore désignés. À ce moment-là, rentre le commandant du porte-avions. Il se retourne vers moi et me dit « Bon, Clary, j'ai une reco à 10h30. Vous prenez ?» Je dis « Bien sûr, commandant. Bien sûr. » Alors, pourquoi ? Déjà, physiquement, j'étais au top. Il ne s'est rien passé de grave. J'ai apponté, ok. Moralement, c'était extraordinaire. Tout le monde s'y est mis pour que je réussisse. Les officiers d'appontage, le pacha, le directeur des vols, mon équipier. Spontanément, je lui ai dit « Bien sûr, commandant. » Donc, je suis reparti sans aucun état d'âme avec le directeur des vols et ça s'est très, très bien passé. Vous y avez fait rapidement allusion tout à l'heure durant votre carrière. Vous avez connu un autre grand frisson, si je puis l'exprimer ainsi. C'est celui de l'éjection. Vous vous êtes éjecté déjà de votre avion une fois. Quel événement a été le plus marquant pour vous ? Est-ce que c'est l'éjection ou est-ce que c'est le fait d'être touché ? Le plus marquant, ça a été l'éjection, car une éjection à grande vitesse, donc à peu près à 850 km/h, je peux vous dire que ça marque. Donc 14 mois d'indisponibilité avant de pouvoir reprendre à la CESEF dans d'excellentes conditions. Ça, c'est le premier point. Après, il n'y a plus de différence. Éjection ou tir missile, ce sont des moments que l'on n'oubliera jamais dans la vie d'un pilote. Dans les deux cas, la situation s'est bien terminée grâce à l'entraînement, la qualité, la fréquence de l'entraînement. Pour l'éjection, c'était les ditching, c'était la survie en mer, parce que je me suis éjecté au-dessus de la Méditerranée. Pour l'appontage, c'était les entraînements, les ASSP, appontage simulé sur piste. Si vous voulez, un entraînement de haut niveau, ça c'est pas de mon fait, c'est pour ça que je le dis volontiers, permet de faire face à ces situations exceptionnelles. Ces deux événements marquent la vie d'un pilote. Cette histoire que vous venez de nous raconter, vous la racontez finalement assez peu. Vous êtes plutôt discret sur cet épisode de votre vie. Pourquoi ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie d'oublier ? Oublier, certainement pas. Certainement pas. Comme je vous le disais, là, ça marque un pilote à vie. Et c'est une trop belle histoire qui s'est trop bien terminée pour l'oublier. C'est impossible. Alors, pour être franc avec vous, c'est la deuxième fois que je suis amené, depuis les trentaines d'années là que c'est arrivé, la deuxième fois que je suis amené à l'évoquer, je dirais, en public. Et la première fois, c'était sur la base aéronautique de Hyères, donc c'était chez nous, quoi. C'était entre amis, ce que je veux dire, c'était des gens du milieu. Alors pourquoi ? D'abord, je dois dire que tous nos pilotes de la marine auraient fait la même chose que moi. C'est tombé sur moi, mais tous les autres étaient entraînés de la même façon et auraient pu réagir de la même façon. Donc, c'est pas spécifiquement lié à moi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on n'a pas envie de le raconter pour pas être jugé comme... alors, on se fait peut-être des idées, mais de vouloir se vanter, de vouloir raconter des histoires, de vouloir... Non. Donc, ça arrive d'en parler, mais dans un milieu familial, un milieu restreint d'amis. Mais publiquement, on reste effectivement discret et on garde ces histoires dans notre petite tête et au fond du cœur. Une dernière question que je meurs d'envie de vous poser depuis le début de cette histoire. Votre coéquipier, c'était Jim. C'était quoi, vous, votre petit nom de guerre ? C'est très simple, c'est Foster. Foster, très bien. Voilà. Merci beaucoup, Pierre Clary, d'avoir été notre radar du jour. Merci pour cette histoire captivante et passionnante. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Radar.